Amis auditeurs, merci de nous rejoindre sur Alger Chaîne 3 pour Débat politique, votre espace d'analyse et de décryptage de l'actu politique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la présidentielle du 7 septembre à la faveur de la convocation par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, du corps électoral le 8 juin dernier. Branle-bas de combat donc au niveau de l'autorité nationale indépendante des élections ANI qui se prépare activement à ce rendez-vous majeur, à commencer par le lancement officiel de la révision des listes électorales. Branle-bas de combat également du côté des partis et mouvements politiques concernés par cette élection, chacun de son côté ou en coalition. L'heure est aux dernières retouches avant une entrée dans l'arène des parrainages pour ceux qui se sont déjà exprimés au sujet de leur candidature. Nous allons donc tenter de vous éclairer sur les tenants et les aboutissants ainsi que les enjeux de cette deuxième phase en amont de la campagne électorale avec Aoumar Berzous, politologue, Ahmed Trinissa, constitutionnaliste et Karim Khalfan, membre du conseil de l'ANI. Débat politique, une émission réalisée par Amine Segni. Le débat politique avec Khirdé Batache et ses invités, tous les samedis de 13h à 14h sur Alger Chaîne 3. Madame, monsieur, bienvenue au débat politique. Nous allons commencer ce débat avec vous, monsieur Karim Khalfan. Je rappelle que vous êtes membre du conseil de l'ANI. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé le 8 juin dernier un décret présidentiel convoquant le corps électoral. C'est le coup d'envoi officiel de cette phase d'organisation des élections par l'autorité nationale indépendante, qui est seule maître à bord désormais. Où en êtes-vous du point de vue de ces préparatifs, M. Khalfan? Bonjour et merci pour l'invitation. Bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3 et à mon collègue Omar et ami Omar Barzouz ici présent parmi nous, ainsi que le professeur Ahmed Trinissa. En effet, le coup d'envoi déjà donné par le président de la République lors de la convocation du corps électoral s'en est suivi par la suite l'entrée en jeu et en rôle de l'autorité nationale indépendante des élections, puisqu'elle est l'acteur majeur, pour ne pas dire unique acteur, du moins pour beaucoup d'étapes du processus électoral. C'est elle qui intervient directement dans l'organisation de ces élections. Elle succède d'ailleurs, comparativement au scrutin d'avant 2019 au ministère de l'Intérieur. Pas que, à des ministères régaliens tels que le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice et Garde des Sceaux, et en partie aussi le Conseil constitutionnel. Donc l'ANI a commencé par la première étape qui est la révision des listes électorales. Le coup d'envoi a été donné le 12 de ce mois-ci. On va y revenir. Elle durera jusqu'au 27 de ce mois, justement pour épurer le fichier électoral, aussi bien pour les nouveaux inscrits, pour ceux qui changent de résidence, donc ils doivent s'inscrire dans leur nouveau lieu de résidence, les personnes décédées, donc épurer le fichier électoral pour que l'on ait le chiffre exact à la fin, après le 27 juillet. Voilà. Juin, pardon. Très bien, monsieur Khalfan. Monsieur Trinissa, sur le plan du droit constitutionnel, que signifie la convocation du corps électoral et qu'est-ce que cela implique pour l'ensemble des protagonistes de cette élection? Bonjour, je salue les auditeurs et surtout mes amis, mes collègues, professeur Khalfan et professeur Berzous. Donc, d'abord, la convocation, ça va provoquer une série de mesures, d'effets juridiques sur le plan de la procédure, qui est une longue procédure, et surtout, dans une première phase, c'est la révision des listes électorales. C'est une révision exceptionnelle qui va durer 15 jours, mais qui quand même constitue un enjeu crucial pour la suite et surtout pour la mobilisation, pour l'assainissement des listes. Et il y a une série de conséquences. D'abord, c'est
les candidatures, la candidature aux candidatures, si on peut appeler ça. Et donc, on a quand même constaté une dizaine de candidatures. 14 pour l'instant. 14 14 pour l'instant. ont retiré. Exactement. Qui ont 17. retiré. Oui, c'était l'intention. On va voir qui va arriver au bout de la procédure, qui c'est quand même une procédure, disons, un peu laborieuse. C'est pour donner de la sincérité aux scrutins, et surtout pour impulser une liberté reconnue à tout le monde, mais quand même avec des conditions pour le statut du président qui diffère un peu. Et donc, les conséquences d'ordre juridique sont en fait bien précisées, détaillées, avec des délais courts, avec une procédure qui est bien huilée et surtout bien réglementée, qui emporte en fait une série de garanties pour les électeurs, pour les candidats, pour tous les acteurs. Et c'est une gouvernance, en fait, on a lancé une gouvernance qui, surtout l'ANI, qui constitue la pièce maîtresse, mais surtout il y a la justice et la Cour constitutionnelle qui participe au bout de la procédure. Et donc c'est une série de procédures, de garanties et des acteurs qui vont intervenir d'une façon, dans une gouvernance, disons, en fait, une gouvernance sincère et surtout démocratique. Très bien. Omar Berzouz, est-ce que la convocation du corps électoral revêt en soi une symbolique du point de vue d'un appel solennel tout simplement à l'ensemble des citoyens à exercer leur droit de vote et à contribuer à poursuivre le projet de l'édification d'une Algérie nouvelle, démocratique, prospère et surtout unie, M. Berzouz? Oui, alors merci d'abord pour l'invitation. Ensuite, je pense que l'élection d'abord est un moment très fort dans la vie politique d'un pays. Oui. C'est le fondement même de l'ordre démocratique et donc c'est le summum de la participation politique. Et là donc, tout à fait, je suis d'accord pour dire que la convocation du corps électoral a déjà enclenché la dynamique, qui est donc tout un processus qui se divise au moins en 3 phases: la phase préélectorale, le scrutin proprement dit et la phase post-électorale. Exactement. Et l'ANID, bien sûr, se charge d'encadrer tout ce processus qui est très complexe, mais où le timing est très important. Donc maintenant que la date est fixée, on n'a plus droit à perdre du temps. Donc, les différentes dates. Les différentes dates, voilà. Ouais. Non, le scrutin aura lieu le 7 septembre. Oui, on le sait. Tout le processus, par la suite, il y a des délais, des dates fixes, par exemple pour le dépôt des candidatures, les dossiers, les recours, le début la officiel Cour de la campagne. le début de la campagne électorale qui dure 23 jours. Et tout donc c'est un code procédural, à vrai dire. Donc c'est très technique. On est tenu d'observer ces délais, faute de forclusion pour une partie ou une autre, bien évidemment. Donc c'est très très important. Très bien, M. Berzouz. Donc le déclenchement de ce processus a réveillé en quelque sorte les partis, surtout certains qui étaient dans une certaine léthargie, une torpeur. Mais le véritable, disons, démarrage, disons, de cette redynamisation de la vie politique a commencé peut-être avec la rencontre du président de la République avec les partis. Oui. Et donc, cette rencontre a en quelque sorte rétabli la confiance avec une rencontre qui a, je le rappelle, permis de défricher le terrain justement à cette phase préélectorale, parce que cela a permis aux différents partis d'exprimer leur point de vue sur le déroulement même du scrutin électoral. Tout à fait. Et donc, tous les partis étaient appelés à se positionner par rapport à cette échéance électorale. Il y a certains qui ont présenter déjà leur candidature, d'autres qui tergiversent, d'autres peut-être qui se sont alliés, constituent une alliance entre eux. C'est le jeu politique, on voit qui se met en place, exactement. Donc tout ça, donc ça incite donc les partis à revoir leur stratégie et aussi à aller vers les l'électeur aussi, parce que c'est un maillon important. Central, essentiel. Comment convaincre justement l'électeur à aller voter? Et là, donc, c'est une autre paire de manches, parce que les partis ont donc un rôle éminemment important à jouer sur ce plan
plan-là, convaincre l'électorat avec des programmes politiques, bien sûr, bien ficelés, et essayer donc surtout que ce scrutin intervient au cours de la période estivale. Oui. Donc, À la sortie, on va dire, de la période estivale, début voilà, mois de donc, septembre. mobiliser Exactement. l'électorat, et donc le leitmotiv. À cheval entre la fin de l'été et le début de la rentrée sociale. Tout à fait, mais la campagne électorale commence bien avant. Bien entendu. Bien avant, et il faut donc mobiliser Calendrier oblige. Ouais. Le calendrier oblige. Voilà. Eh bien oui, Donc, les les délais. partis sont appelés donc à jouer le rôle de mobilisateur, d'encadreur de cette masse d'électeurs qui peut-être a besoin aussi d'être sensibilisé davantage, d'être donc informé sur les enjeux nationaux et régionaux de cette élection. Y compris internationaux. Tout Tout à à fait. fait. Internationaux, Parce dans qu'il un y a- contexte géopolitique, on ne le rappellera jamais assez, explosif. Explosif, tout à fait. Donc il y a un lien entre la politique intérieure Ouais. et la politique extérieure. Et donc renforcer le front interne, peut-être par Ouais. une cohésion nationale, permettrait d'avoir une résilience Oui. de l'Algérie au plan externe. Donc, vous dites très bien, un contexte chrysogène Ouais. où les menaces d'ordre sécuritaire sont pesantes sur la scène régionale. Et donc, retour au peuple à travers cette élection permet justement de donner l'occasion à la société de renforcer ce front interne qui est très nécessaire pour avoir cette résilience. Si vous permettez. Oui, si allez-y, vous monsieur permettez. Khalfan. Alors, juste à titre de rappel, la révision des listes électorales se fait au niveau de tout le territoire national, Oui. les 1541 communes. Oui. C'est une commission communale présidée par un magistrat On va en parler, qui justement. s'en occupe. Oui. On va bien d'anticiper, Oui. tant mieux alors, qui s'en occupe. Et la révision se fera aussi et se fait au niveau des représentations diplomatiques et consulaires Exactement, à qui a l'étranger. déjà commencé, rappelons-le. Tout à fait. Oui. On a entendu il y a quelques jours de cela les déclarations de monsieur l'ambassadeur algérien Tout à fait. en France, Saïd Moussi, Saïd sur Moussi. le bon déroulement justement Tout à fait. de la révision des listes électorales. Est-ce que vous avez justement au niveau de l'ANI des informations sur Pour nous, l'ANI, l'opération? c'est un travail ordinaire qui se fait lors des révisions ordinaires ou exceptionnelles, comme c'est le cas Nos cette compatriotes fois-ci. de la communauté internationale ont exprimé un intérêt, un engouement particulier par rapport Comme toutes les à ces fois, élections. comme toutes Exactement. les fois, parce que nous avons quand même plus de 800 000 de nos compatriotes qui sont inscrits sur les listes électorales à travers le monde, à travers les 4 zones telles que c'est défini par la loi et les 8 sièges requis pour les représentants à l'étranger, par Oui. exemple lors des élections législatives. Donc nous avons 4 zones et nous avons des représentants de l'ANI à Voilà. l'étranger. Donc elle se fait le plus normalement du monde, comme ici même en Algérie, à travers les 1541 communes. Nos citoyens s'inscrivent le plus normalement du monde, aussi bien pour les nouveaux inscrits ou bien pour ceux qui changent de résident, parce qu'eux aussi sont concernés par ce rendez-vous électoral et historique. Rappelons tout de même que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions claires concernant la mise en place de tous les moyens nécessaires permettant à nos compatriotes de la communauté étrangère, de la communauté nationale à l'étranger, de trouver justement toute la facilité, toute la fluidité possible, afin, notamment pour les nouveaux inscrits Les qui nouveaux s'inscriront inscrits. pour la première fois dans les listes électorales et obtiendront leur carte électorale. Et aussi les moyens à Jamais. mettre pour permettre justement le bon déroulement du scrutin lui-même. de ce scrutin, justement, puisque notre communauté est répartie Au niveau des centres consulaires, rappelons-le. diplomatiques Oui. et consulaires, et des centres qui sont créés à l'occasion pour essayer de rapprocher les centres et les bureaux de vote le plus possible des citoyens, puisqu'ils sont répartis à travers le monde, et notamment, comme je viens de le dire, en France, où il y a le plus fort taux de cette communauté et des citoyens inscrits dans les fichiers électoraux auprès des missions diplomatiques et consulaires. Je reste avec vous, Monsieur Karim Khelfan, parce que le même décret présidentiel fixe le début de la révision, on l'a dit, exceptionnelle de ces listes électorales au mercredi 12 juin 2024. Cela se prolongera jusqu'au jeudi 27 juin 2024. Le président de l'ANI, Mohamed Charfi, a signé l'arrêté, vous venez de l'indiquer, pour établir des commissions de révision des listes électorales dans chaque commune. En quoi va consister leur travail et quels sont les moyens nouveaux, je dis bien nouveaux, prévus pour cette opération au niveau de ces comités. Oui, l'arrêté, c'est l'arrêté numéro 6 du 1er août 2023,
comme je viens de vous le dire tout à l'heure, la révision se fait le plus normalement du monde à chaque période de révision électorale, ou bien lorsqu'il y a une révision exceptionnelle lors de la convocation du corps électoral, comme c'est le cas pour l'élection du 7 septembre 2024. Donc, c'est toujours l'arrêté numéro 6 du 1er août 2023 qui a vu d'ailleurs la révision ordinaire. Alors, si mon mari est bonne, je cherche le chiffre, la date la date et le chiffre, le 5 décembre 2023. Ouais. Il y a eu la révision ordinaire des listes électorales. Je vous donne par exemple le chiffre. On était avant la révision à 23 186 049 électeurs. Et après la révision, on est remonté de quelques, quand même, 23 264 700. Donc des dizaines de milliers de nouveaux inscrits. Quand même, 100 000, je dirais peut-être 100 000 et plus. Donc ça peut monter comme ça peut descendre. C'est en fonction du mouvement des citoyens. La création de nouveaux pôles urbains, puisque la question s'est posée tout récemment. Il faudrait que l'ANI le fasse et on s'y attelle à ce que justement des bureaux soient prévus dans ces nouvelles cités et pôles urbains pour permettre justement aux citoyens d'accomplir leurs droits et l'acte de vote le jour J. Donc c'est très très important. Cet arrêté fixe les conditions de travail des commissions de révision des listes électorales, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont présidées par des magistrats, et nous avons un système d'intranet lié au data center de l'autorité nationale indépendante ici même à Alger, qui permet de suivre en temps réel la procédure à travers les 1541 communes et même à travers le monde par le biais de nos démembrements auprès des missions diplomatiques et consulats, qui nous permet de suivre aussi bien les nouveaux inscrits, les radiés, les changements de résidence et toute la procédure légale de la révision électorale telle que prévue par la loi électorale, mais aussi l'arrêté 06 signé par le président de l'autorité, M. Charfi, le 1er août 2023, qui est toujours en cours. Voilà. Monsieur Trénissa, revenons avec vous, si vous le permettez, à l'aspect juridique de ces élections. Alors, sur le plan du droit constitutionnel, que signifie la convocation du corps électoral? Et alors je disais que l'article 188 confère au président de la République la prérogative de convoquer les élections conformément à la loi, ce qui souligne son rôle tout simplement central dans la mise en œuvre du processus électoral et le respect des principes démocratiques. Est-ce que cette étape fait de lui, c'est-à-dire du président de la République, le garant du bon déroulement des élections? Bien sûr, le statut constitutionnel du président de la République, c'est le clé de voûte du système institutionnel algérien. Le président de la République incarne l'État et la nation, incarne l'unité de la nation. Et donc, le président qui veille au bon déroulement des scrutins dans un aspect de son autorité. Le président, c'est une autorité suprême. Il a un statut suprême, et il a des missions statutaires, constitutionnelles, qui lui donnent un pouvoir suprême par rapport vis-à-vis de la nation, des autres pouvoirs publics, et à ce titre, il veille au déroulement régulier des pouvoirs publics. Et ça fait partie, ça procède cette mission régalienne. Et pourquoi? Parce que le président qui représente la souveraineté nationale, il incarne l'État et la nation. Il est à ce titre donc dépositaire de l'autorité de l'État, et à ce titre, il est toujours le représentant, surtout suprême, représentant d'une souveraineté nationale. Il est là pour le protéger, pour le garantir, et pour la marche harmonieuse du pouvoir public, donc de tout ce qui est disposition constitutionnelle, et surtout tout ce qui est lié à l'exercice de la souveraineté. Et les élections, ça fait partie de cet exercice de la souveraineté. Il est chargé constitutionnel de protéger la nation, ses institutions, et le bon déroulement
surtout harmonieux et du respect de la volonté populaire. Et donc, il a procédé pour garantir cette pérennité et cette périodicité des scrutins électoraux. Et donc, il a quand même, par rapport à cette fois-ci, il a convoqué des élections anticipées. Oui. Pour des raisons qu'il a expliquées lui-même d'ailleurs. Oui, bien sûr, sur la base de la révision constitutionnelle, l'article 91, l'alinéa 11, qui prévoit pour la première fois cette possibilité, et le président l'a actionné justement pour mettre en œuvre cette gouvernance harmonieuse et de rectifier le calendrier pour qu'il soit en phase avec les autres enjeux et les autres échéances électorales pour donner cette harmonie, cette harmonisation, cette symphonisation, cette orchestration symphonique du pouvoir pour assurer l'exercice de la souveraineté nationale dans des conditions, disons, de sécurité juridique, de sécurité démocratique et de sécurité tout court. Très bien, merci Ahmed Trénissa, Omar Berzouz. Justement, la constitutionnalité du processus électoral dans son ensemble est l'autre justement garant de la réussite de ces élections. Est-ce aussi une preuve ou bien une condition sine qua non du retour définitif à la sérénité de la vie politique en Algérie? Oui, le retour à la sérénité, bien sûr, se fait sous certaines conditions, dont justement la garantie constitutionnelle. Donc ici, le président de la République est là pour incarner justement cette constitutionnalité. Et moi, je dirais qu'une élection présidentielle n'est pas un jeu à somme nulle sur le plan politique. C'est-à-dire le président de la République, une fois élu, il est le président de toutes les tendances politiques. Exactement. Donc il est le garant justement de l'organisation de ce type d'élection pour que le passage à l'alternance démocratique se fasse dans les meilleures conditions. Et donc, je pense que sur le plan, bon, moi, je suis professeur, donc j'observe de l'extérieur, j'analyse. Pour appuyer ce que disait mon collègue qui est membre, peut-être... Karim Khalfan, membre du conseil de l'ANI, oui. Voilà, justement, l'ANI, par exemple, l'ANI, l'autorité indépendante pour des élections, a maintenant à son actif plusieurs... 6 scrutins. 6 scrutins. Donc, déjà, cette expérience-là, elle est mise à profit pour aller de l'avant, pour mieux prendre en charge justement cette organisation de l'élection présidentielle du 7 septembre prochain. Permettez-moi d'ajouter ce qui renforce d'autant plus sa légitimité en tant qu'autorité indépendante d'organisation des élections. Tout à fait. Et maintenant, les acteurs donc, politiques adhèrent de plus en plus aux élections, qu'elles soient législatives, locales ou présidentielles, par le fait qu'il y a une institution maintenant indépendante, tout à fait indépendante, qui a montré ses preuves, malgré les difficultés de départ, bien sûr. Y compris sur le plan international. Bien sûr. Nous avons des démembrements, nous avons des liens avec des institutions, il y a des pays, des gouvernements qui s'intéressent à l'expérience. Et qui observent justement l'ensemble de l'opération algérienne, puisque nous avons, comme je viens de le dire, organisé quand même 6 scrutins depuis le scrutin du 12-12, et c'est pas des 12 décembre 2019. Voilà, après la révision constitutionnelle, donc l'ANI a été constitutionnalisée. Il y a eu la révision, enfin une nouvelle loi électorale en mars 2021, donc la réorganisation de l'autorité nationale indépendante après sa constitutionnalisation, et bien évidemment l'organisation des scrutins qui sont suivis, j'ai dit au nombre de 6, donc il y a eu une expérience énorme qui découle de tout ce processus, puisque l'ANI intervient tout au long du processus. C'est l'ANI qui organise depuis la révision du fichier, la tenue de la révision du fichier électoral jusqu'à la proclamation des résultats, soit définitifs
ou provisoire selon les cas, puisque c'est la Cour constitutionnelle et qui la revient. validation du scrutin par la Cour constitutionnelle. La proclamation des résultats définitifs lors des présidentielles, les législatives, et l'ANI proclame les résultats définitifs lors des élections locales APC et APW. Donc je dirais moi que le cadre juridique Omar Berzouz, oui. et institutionnel existe Mais bien sûr. pour encadrer les Il y a un élections ancrage, et pour oui. garantir une pratique Tout à fait. démocratique. Ancrage constitutionnel. Voilà, et donc juridique, on a la constitution de 2020 révisée, bien sûr. Il y a la loi sur les partis, la loi électorale, La loi électorale, oui. voilà. et l'existence justement de l'année en tant que structure de base est fondamentale pour donc prendre en charge toute l'organisation des référendums ou bien des élections, quels qu'ils soient. Maintenant, il y a aussi la garantie des autorités politiques que les conditions donc, de l'alternance sont bien là. L'alternance démocratique donc, sont garanties. On a d'abord ce multipartisme qui constitue le socle de l'alternance. Oui. On a aussi donc, les élections qui sont organisées régulièrement. Et cette périodicité, si vous voulez, dans des conditions normales depuis 2019, il convient de le préciser. Voilà, donc elle donne des assurances Oui. aux acteurs politiques pour participer. Et donc ça crée une accoutumance au vote. Et c'est bien dans la pratique, dans la consolidation. Ce qui pourrait renforcer la légitimité des élections elles-mêmes. Tout à fait. Vis-à-vis des Algériens. Périodique et régulière. Exactement. Tel que c'est écrit à la Constitution et à la loi électorale. Voilà. C'est cela qui fait, qui donne la légitimité justement au régime électoral, mais aussi aux États et aux institutions des États. Parce que c'est là aussi que d'autres États essayent d'intervenir dans les affaires intérieures des États sous prétexte Ingérence étrangère, oui. tel ou tel État ne respecte pas le calendrier électoral ou qu'il y a des entraves ou des dépassements lors des processus électoraux. C'est pour ça que j'ai dit que l'ANI a démontré à travers les scrutins qu'elle avait organisés depuis 2019 jusqu'à ce jour sa capacité à pouvoir mobiliser ses capacités, ses troupes, mais aussi à travailler avec les partis politiques et aller de l'avant pour justement participer à la consolidation des institutions de l'État, notamment depuis 2019 jusqu'à ce jour, puisque les 6 scrutins quand même étaient réussis. Justement, Omar Berzouz, je reste avec vous. La convocation de ce corps électoral conjuguée justement au respect de toutes les étapes et du processus préélectoral, est-ce que ça constitue un argument de plus pour convaincre les indécis de prendre part à cette élection dont ils font partie intégrante justement? Oui, bien sûr. Tout le processus, maintenant, il est clair pour tous les acteurs politiques. On a un processus électoral qui s'est enclenché. Il y a des étapes qui sont définies, qui sont connues. Même les dates sont bien précisées. Et donc, cela donne, si vous voulez... le citoyen a besoin de garanties. Voilà. Et ces garanties, d'un point de vue organisationnel, juridique, elles sont là, bien présentes, voilà. avec l'ANI qui veille au grain. Voilà, les garanties donc, juridiques, constitutionnelles, elles sont là. Et avec l'ANI qui constitue donc un élément donc, très important donc, de garantie de la légalité et de cette opération. Et cela donc devrait inciter certains partis, peut-être qu'ils sont encore réticents, à s'impliquer davantage. Pas seulement les partis, mais également l'électorat lui-même. L'électorat, justement, donner confiance aux citoyens pour qu'ils sortent peut-être de sa léthargie et participent aux élections, c'est-à-dire qu'ils aillent voter le jour du scrutin, parce qu'il y a une certaine réticence chez certains. Il y a plusieurs causes, bien sûr. Il faut consulter maintenant les études de la sociologie électorale pour comprendre justement pourquoi on ne vote pas massivement. Et d'ailleurs, c'est pas propre à l'Algérie. C'est pas propre à l'Algérie. C'est bien de le préciser. Voilà. L'abstention, rappelons-le, l'abstention est le premier parti dans plusieurs régions du monde. C'est plus un désintéressement qu'une abstention. L'abstention est un acte politique. De par le monde, on se désintéresse un peu de l'acte. Meilleur exemple, les dernières élections européennes où le taux de participation n'a pas été
Donc pour ce volet-là, si vous Oui. permettez, excusez-moi Allez-y. mon ami, c'est à charge aux partis politiques, à la société civile, aux forces vives de la nation Oui. actuellement de mobiliser l'électeur, mais aussi le plus commun des mortels, même celui qui ne vote pas, parce Oui. qu'il sera au final concerné. Il doit Après, s'intéresser tout à fait. aux élections, même Tout à fait, s'il ne croit pas. d'une manière ou d'une autre. Sinon, les garanties, moi je vous le dis, j'ai participé à l'élaboration de ce texte. J'étais membre du comité de rédaction de la loi électorale, présidé par le professeur Larabar. Oui. Moi je peux vous dire que les standards internationaux propres au régime électoral sont dans ce texte de la loi organique portant régime électoral. Texte Donc, fondateur. Voilà, donc maintenant, charge aux partis politiques, à la société civile, aux intellectuels, mais aussi à l'année, aussi par la conscientisation et l'explication de ce texte et des garanties qu'il contient qui permettent la sauvegarde et la protection de la voix des électeurs de manière générale. Très bien, vous écoutez Alger Chin 3, il est 13h31. Le débat politique avec Khirdé Batache et ses invités, tous les samedis de 13h à 14h sur Alger Chaîne 3. Débat politique sur Alger Chin 3, nous débattons depuis un peu plus d'une demi-heure avec nos invités, je les rappelle, Omar Berzouz, politologue, Karim Khalfan, membre du conseil de l'ANI et Ahmed Trinissa, constitutionnaliste, de la convocation du corps électoral le 8 juin dernier par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui donne le coup d'envoi officiel au processus électoral. Avant de revenir vers le professeur Trinissa, je me tourne vers vous, Omar Berzouz. Est-ce que la convocation plutôt du corps électoral, ou comment justement peut-elle inciter les Algériens tout simplement à aller s'inscrire en masse sur les listes électorales, notamment la frange des plus jeunes qui est concernée en premier lieu par cette élection, rappelant que l'Algérie a un fort taux de jeunes qui dépassent peut-être les 40 ou 45% de sa population, et donc il y a un intérêt grandissant quant au fait d'une prise de conscience collective pour cette frange sensible de la société, en ce qui concerne les différents scrutins électoraux, pas seulement la présidentielle du 7 septembre. Oui, effectivement, donc il y a chaque année toute une masse de jeunes qui arrivent donc à majorité, qui ont le droit de voter, donc qui devraient s'inscrire sur les listes électorales. Ça, c'est un défi justement qui intéresse tous les acteurs de la vie politique. Et en commençant d'abord par les partis politiques qui ne doivent pas être de simples machines électorales qui ne fonctionnent qu'au moment de l'élection. Et puis, elles délaissent le terrain politique par la suite. Tout à fait. Elles n'encadrent pas justement cette masse d'électeurs, de jeunes, etc. Donc, je pense que c'est un travail de longue haleine qui doit se poursuivre toute l'année, qui doit donc sensibiliser cette jeunesse-là à prendre part, à aller voter, lui prendre conscience que c'est un droit. Donc la jeunesse doit exercer son droit de voter et que son vote pèse sur, disons, l'avenir de l'Algérie, parce que vote après vote. Mais sur leur avenir, sur l'avenir de la jeunesse elle-même. Sur la jeunesse, tout à fait. Donc il y a le rôle aussi des médias aussi. Les médias doivent jouer aussi un rôle dans la sensibilisation des jeunes pour aller s'inscrire d'abord, ensuite aller voter. Il y a aussi peut-être le rôle de l'école, on ne parlera jamais. Secteur éducatif, oui. Secteur éducatif aussi, à la base, donc inculquer. C'est la première cellule à l'éducation citoyenne, selon la Constitution. Citoyenne, exactement. Justement, c'est là que se construit le citoyen de demain. C'est au niveau de l'école. Et on peut aller même moins au niveau de la famille aussi. Oui, oui bien sûr, c'est la première cellule également. Donc tous ces acteurs doivent donc jouer le rôle donc de sensibilisation, donc d'éducation, de formation de la jeunesse pour que quand la majorité donc intervient, ces jeunes aillent d'eux-mêmes, de leur propre chef, s'inscrire donc sur les listes électorales et devenir des citoyens, des électeurs. Des membres actifs de la vie politique, des membres actifs et qui peuvent donc peser sur la vie politique et donc changer le destin du pays en fonction de leur aspiration légitime, politique. Tout à fait, parce qu'il y a des générations qui
qui se succèdent, Oui. et puis les aspirations peut-être changent génération après génération. Voilà. Ahmed Trinissa, alors, la crédibilité et la transparence d'une élection sont généralement intimement liées aux lois électorales en vigueur. Alors, quels sont, selon vous, les points cardinaux prévus par la Constitution algérienne et des différentes lois organiques relatives aux élections qui permettront justement à l'Algérie de blinder d'un point de vue juridique la réussite de ce scrutin du 7 septembre prochain? Oui, peut-être je collabore avec mon ami Khalfan pour dire que le cadre juridique il est vraiment au niveau des standards internationaux. On a un cadre juridique qui donne le maximum de garanties. Sur le plan juridique, le cadre juridique, constitutionnel et juridique, c'est un régime juridique, donc il est détaillé dans la moindre Oui. chose et pour donner une élection sûre, certaine et surtout sincère et crédible. Et surtout l'enjeu, c'est d'activer ces garanties. On ne peut pas les activer sans les électeurs, les acteurs, les électeurs d'abord, dans un premier moment, ensuite les candidats, les partis politiques, la société civile, Oui. tout le monde. Et donc, les garanties, que ce soit au niveau d'abord de l'inscription sur des listes électorales, donc l'année qui a une mission, mais surtout tout citoyen a une obligation d'aller s'inscrire. C'est une obligation, disons, citoyenne. Oui, Les obligation autres morale, procédures- pour ne pas dire... morale, ouais, surtout oui, parce que l'inscription se fait en fait automatiquement. Dès l'âge la majorité électorale, il est inscrit. Il y a un secrétariat permanent au niveau des communes qui fasse le travail. Donc, ouais, la mise à l'ANI, jour. il est là Ouais. pour justement veiller, pour superviser avec la commission électorale présidée par un juge justement. Oui. Et donc la procédure jusqu'à la déclaration finale des résultats, elle est sécurisée à 100% avec des garanties, disons, minimales, que ce soit par l'ANI, par les cours, le cours de justice ou bien la cour constitutionnelle. Et Constitutionnel. donc, le régime, en fait, le régime électoral, il est plein de détails qui participent à sécuriser et surtout à donner de la sincérité. Donc, ce qui manque, je pense qu'il doit être fait, c'est d'activer tout ce cadre juridique. Il s'activera seulement par le jeu des acteurs Ouais. conscients, c'est-à-dire l'électeur, les candidats, les partis, la société civile, le simple citoyen. C'est ça, une élection, c'est du volontarisme politique. Il faut aller à des taux de participation un peu robustes, justement, pour Oui. donner de la crédibilité et donner des institutions Fortes, solides, renforcées, crédibles. Justement, l'élection, c'est un enjeu national. Oui. C'est un enjeu national. Et donc, on peut revenir sur beaucoup de détails. sur des Qui garanties. transcende les enjeux politiques, si je puis dire. Bien sûr, Oui. bien sûr. Surtout pour le statut du président de la République. Oui. C'est le représentant de l'Algérie sur le plan international, incarne l'unité de la nation, l'unité de l'État. Il est là pour protéger, il est le protecteur de la Constitution, il veille à l'harmonie, Oui. à la bonne marche des pouvoirs publics. Il est là pour réguler, pour anticiper les crises, pour gérer les crises. Donc, le statut tel qu'il a été conçu pour le président de la République, c'est pour être au-dessus de la mêlée partisane et surtout d'être garant d'une Algérie pérenne, solidaire, unitaire, avec sa posture internationale qui lui cible. Ouais. L'Algérie, c'est une grande nation qui a été le fil de l'histoire, d'une histoire de militance, de résilience. Et
Donc l'enjeu, il est là. Donc l'enjeu en ce moment, c'est de mobiliser l'électorat sur le plan, disons, sur le plan de l'inscription sur les listes électorales, Sur pour le les plan candidatures qu'on peut appeler opérationnel en quelque sorte. opérationnelles, disons, opérationnelles. Pourquoi? Pour une sincérité. Il y a la crédibilité et il y a aussi la sincérité. La sincérité, la crédibilité, peut-être c'est sur tout ce qui est garantie juridique, mais la sincérité, elle est plus profonde. C'est la sincérité de l'engagement citoyen de tous les citoyens que nous sommes, les électeurs, le candidat, les partis politiques, les militants associatifs, tout le monde pour l'Algérie, parce que ça, c'est un enjeu national, c'est une élection nationale, c'est des enjeux qui participent à un destin national. On est partagé par tout le monde, donc on est de part et d'autre, on est toujours mobilisé pour l'Algérie pour un État solide, crédible. Surtout, il faut l'exprimer d'une façon sincère. Cette sincérité, c'est le militantisme, c'est la mobilisation, la conscientisation, comme disait le professeur Morgan, et donc pour aller de l'avant et justement sortir de cette impasse politique, cette marginalisation automatique. Les Algériens qui se marginalisent, qui boudent les urnes, il faut qu'ils fassent l'effort, qu'ils soient conscients que l'enjeu est national, l'enjeu est primordial, l'enjeu est qui est national. Ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre survie, ça fait partie de notre crédibilité à l'international. Et donc, il faut y aller, il faut se mobiliser, il faut exercer sa citoyenneté, il faut s'inscrire, il faut aller d'abord s'inscrire pour aller ensuite participer aux élections à travers la mobilisation, à travers les meetings, à travers le vote final. C'est un acte révolutionnaire. Le vote, c'est un acte révolutionnaire. Très bien, un acte citoyen également pour l'intérêt de la construction de l'Algérie nouvelle et de cet État-nation, État de droit. Karim Khelfan, justement, la convocation officielle du corps électoral marque le début du scrutin. Elle permet également aux citoyens de se mobiliser et de s'informer sur les candidats et les enjeux en lice. Y a-t-il un plan de communication au niveau de l'ANI prévu à cet effet? Cela va de soi, puisque l'ANI communique quotidiennement d'abord sur les candidats à la candidature. Alors, rappelons le chiffre actuel. Alors, 17 candidats ont retiré plus de 1 million. Plus d'1 million d'exemplaires. Exactement. Voilà, de souscriptions. Voilà. Aussi bien les individuels que parmi C'est le chiffre mis à jour au 15 juin 2024. Tout à fait, voilà, puisque les candidats à la candidature doivent prendre un rendez-vous au bureau de l'ANI à Alger pour préciser le jour et l'heure auquel ils doivent se présenter pour justement faire le retrait des souscriptions, aussi bien pour les individus, c'est-à-dire les personnes inscrites au fichier électoral, mais aussi les électeurs. Pardon, les élus, puisque le candidat a le choix soit de présenter 50 000 souscriptions réparties à travers 29 wilayas au moins, et pas moins de 1200 souscriptions à travers chaque wilaya, ou bien présenter 600 souscriptions, parrainages, par rapport à des élus. Parmi les élus de la nation, si bien les APC, APW, APN, les 2 tiers du Sénat. Donc c'est ce qui se fait au niveau de l'ANI. Donc l'ANI a élaboré un plan de communication, aussi bien avec les médias publics, privés, des affiches, des spots publicitaires pour justement appeler les citoyens. Notamment également à travers les conférences de presse régulières du président de l'ANI. Comme je l'ai dit, les conférences de presse au quotidien pour tenir l'opinion publique informée des candidats à la candidature qui se présentent auprès du siège de l'ANI pour faire acte de leur intention de se présenter à ces élections comme candidats, mais aussi à travers les interventions des membres du
conseil de l'ANI, tel que c'est le cas cas, maintenant. Je oui. suis membre du conseil de l'ANI, donc je viens pour essayer d'éclairer, d'expliquer certaines dispositions de la loi. Il y a plusieurs étapes à travers tout ce long processus qui dure au moins 3 mois jusqu'au jour juste, c'est-à-dire le jour du scrutin, et même au-delà, le 7 septembre. Donc les citoyens s'informent, les journalistes s'informent. Nous allons à la rencontre aussi des médias, des journées de formation à l'égard des journalistes pour essayer justement de les familiariser avec, si vous voulez, le lexique électoral, essayer d'expliquer au plus simple les différentes étapes, Oui. les obligations et les droits des Oui. journalistes en pareille occasion, parce qu'ils sont le relais justement, Exactement. une courroie de transmission, si j'ose dire, entre l'ANI, L'expression est bien choisie. voilà, l'ANI et les citoyens, et les électeurs, et les électeurs de manière générale, mais aussi les citoyens les plus communs des mortels, pour essayer justement d'expliquer aussi l'enjeu de ce scrutin, comme vous l'avez fait au départ de cette émission-là. Donc, c'est un volet qui est très très important, la communication. Elle doit être utile justement à ce scrutin, aussi bien pour l'institution qui l'organise, qui est l'ANI, mais aussi les participants au scrutin, les électeurs eux-mêmes, les citoyens et l'ensemble du pays. Omar Berzouz, bien communiquer autour de ces élections, autour du processus électoral à la fois en amont et en aval, permet justement d'éviter toute ambiguïté sur ce qui est prévu par l'ANI, et c'est un rôle qui lui incombe avant tout. Vous, en tant que citoyen, quel regard avez-vous justement envers cette étape ô combien importante du processus électoral? Oui, vous avez souligné donc une question très importante, c'est celle de la communication. Oui. La communication donc, intervient à tous les niveaux de ce processus électoral. Et donc, ce n'est pas uniquement les médias qui communiquent, mais tout le monde communique. Les candidats eux-mêmes, ils ont leur chargé de com aussi. Oui. Voilà, tout à fait. Donc, et normalement, en principe, la communication devrait être d'une façon continue, fluide et toute l'année. Toute l'année. Et bien sûr, dans le cadre spécial de la campagne électorale, cette communication donc augmente de débit et d'intensité. Et donc, voilà, donc c'est un moment très important. L'élection... c'est la vie électorale politique en elle-même qui prend forme. Tout à fait. Donc, politique et communication. Oui. Donc, la machine électorale fonctionnent tout à fait ensemble. Et là, j'ose aussi dire que l'élection, comme dirait l'autre, est un sondage organisé par le gouvernement. Donc, ça contient une masse d'informations, n'est-ce pas ? Parce que les résultats d'une élection, c'est des statistiques qui seront aussi analysées par les médias, par les sociologues, par les politologues. Et là, c'est une aubaine. Donc, ces chiffres-là qui parlent d'eux-mêmes peuvent permettre de reconstituer la cartographie politique. C'est des aiguillons. Tout à fait. Politiques, sociologiques, culturels, à tout point de vue, qui servent tous ces acteurs-là. Voilà, donc c'est les acteurs aussi bien de la communication que les acteurs de recherche. Donc ils peuvent rebondir donc, sur ces résultats une fois que les résultats sont proclamés, qui sont validés par les autorités donc, compétentes. Elle devient donc une source crédible donc, de recherche et aussi pour préparer réflexion. Préparer aussi l'avenir. Réflexion, l'anticipation sur les enjeux. Sur les enjeux à venir. Oui, exactement. Ahmed Trinissa, revenons à cet aspect, ou restons sur cet aspect justement du processus. Le processus est justement porté par un calendrier électoral. Et est-ce que le respect même de ce calendrier électoral et la mise en place des moyens nécessaires à la réussite de chaque étape est en soi une dimension clé, avec à sa tête l'engagement sans faille du président de la République envers le respect des principes démocratiques, tout simplement? Oui, justement, le processus, la nouvelle loi, l'ANI, c'est un acquis. Donc voilà, on est dans un acquis de haute lutte qui est venu après le Hirak. L'ANI a été institutionnalisée surtout avant d'être constitutionnel, et donc c'est un acquis de haute lutte. Oui. Et donc,
cette crédibilité, elle est déjà là. Elle a capitalisé surtout en termes de Donc professionnalité. l'ANI, si je peux me permettre de paraphraser, l'ANI émane d'une expression, d'une volonté populaire, tout simplement. Oui, oui, Ouais. c'est un acquis, c'est daté, c'est historiquement daté. Donc on est dans un acquis avec tout le respect, la crédibilité, surtout la crédibilité. Et bien sûr, cette fois-ci, avec la numérisation, elle a acquis une expérience, elle a capitalisé assez d'expérience et de crédibilité. Et avec la numérisation, surtout, vous me rappelez le président qui a insisté surtout sur la numérisation et l'ANI, il est au top de la Oui, numérisation. Ce que j'ai vu avec le lancement, la mobilisation de la société civile, le Conseil supérieur de la jeunesse, avec l'observateur de la société oui, civile, qui sont lancés dans la sensibilisation, ils sont allés à l'arrache, au Calitus, pour sensibiliser. On peut s'inscrire sur le je simple cuillère, donc c'est une transformation numérique. Donc, et ça participe d'une volonté, surtout du président, d'aller dans la transparence. C'est oui, ça. Voilà la dimension de la transparence, surtout la transparence des élections. C'était le cheval de bataille du président, c'est de crédibiliser et d'inscrire cette transparence, surtout dans un processus électoral qui porteur d'une souveraineté, d'un respect d'une démocratie, d'un respect dû aux citoyens. Et donc, par rapport à un diagnostic, c'est ce qu'on a vécu comme qui a écorné l'image de oui, l'Algérie et ses institutions. Et donc, on est en rupture, en fait, avec un processus qui a été un processus calamiteux. Et oui, donc, on est dans une phase qualitative avec toute la transparence des procédures, cette numérisation qui va accentuer cette transparence. Et donc, d'abord, c'est un résultat, disons, révolutionnaire, c'est un acquis démocratique et ça va participer à crédibiliser, à la sincérité de l'élection qui va conditionner les outputs, si on peut oui. appeler ça, les résultats pour qu'ils fassent unanimité et surtout on a vécu ça en 2019, tous les candidats ont reconnu les résultats Oui. et c'était un acquis et c'était un moment historique. Et on est dans la consolidation de l'acquis révolutionnaire, disons, démocratique, citoyen. Et donc, ça participe à une clarification démocratique, historique pour l'Algérie. Et c'est une phase Très bien. quand même, c'est un moment historique en rupture avec les pratiques antérieures qui a en fait ruiné l'image de Justement, l'Algérie à un Ahmed, moment donné. justement, Ahmed Trenissa, vous parlez de cet aspect de recours à la numérisation pour marquer cette rupture avec des anciennes pratiques. Karim Khelfan, justement, vous pouvez nous parler justement de ce qui a été prévu au niveau de l'ANI en ce qui concerne la numérisation de certaines étapes pour justement Tout à fait. barrer la route à toute éventualité qu'il y ait des failles ou des fraudes au niveau du processus en amont des élections. Tout à fait un saut qualitatif, il faut le dire, qui a été fait par l'ANI dans ce cadre-là. D'abord pour faciliter aux citoyens l'accès, par exemple, au fichier électoral lors de Oui, l'inscription, au changement de résidence et toutes les procédures liées à cela, les recours aussi, mais ceci, ça s'inscrit dans le cadre de c'est-à-dire la moralisation de la vie politique politique. pour ne pas, vous savez, le fichier électoral est un enjeu politique et aussi les souscriptions des électeurs de par le passé. Donc cette fois-ci, l'ANI a introduit des options numériques pour pouvoir suivre la traçabilité des souscriptions des électeurs pour chaque candidat.
chaque candidat qui se présente, candidat à la candidature qui se présente au siège de l'ANI et retire les formulaires. C'est-à-dire, vous êtes candidat A, vous retirez 70 000, pour faciliter les choses, 70 000 imprimés. Donc, pour le candidat A, nous avons les imprimés de 1 à 70 000. Le candidat 2, nous avons de 70 001 jusqu'à 140 000. Donc, ils sont inscrits en votre nom. Et lorsque vous vous présentez à travers le territoire national des 1541 communes, les commissions qui sont chargées du suivi de l'authentification de ces signatures-là vérifient d'abord l'identité des électeurs qui donnent leur souscription à tel ou tel candidat, regarde, s'assure si l'imprimé est pour le candidat A ou le candidat B, puis on passe à la saisie des données des électeurs qui en temps réel nous parviennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, au siège de l'ANI, et ça finit par un QR code sur l'imprimé lui-même, qui nous permet de justement suivre la traçabilité des données, aussi bien pour l'électeur qui a donné c'est-à-dire qui a souscrit à tel ou tel candidat, mais aussi pour le candidat lui-même, pour voir par la suite, lors de l'étude des dossiers, si le candidat a respecté justement ces conditions-là, et il a juste utilisé c'est-à-dire comment dirais-je, les imprimés qui sont les siens, ou bien il n'a pas utilisé les imprimés d'autres candidats, qui seront d'ailleurs annulés de manière automatique, puisque le QR code justement est utile à plus d'un titre. Très bien, donc autant de mesures que possible afin de barrer la route à toute éventualité de fraude, d'oubli, de marchandage, exactement, de marchandage ou d'erreur tout simplement. Car c'est en effet un autre argument de plus qui vient s'ajouter à la nécessité d'avoir un fichier électoral le plus fourni possible afin de garantir la réussite de ces élections. Ça sera également la meilleure réponse aux voix dissonantes qui misent sur l'échec des élections et qui misent tout simplement sur l'échec de l'Algérie. Nouvelle dans un contexte, rappelons-le, géopolitique explosif, d'où l'intérêt d'investir le plus possible dans le renforcement du front interne. Ça sera le mot de la fin de débat politique pour cette semaine. Merci à nos invités. Je rappelle à Omar Barzouz, vous êtes politologue. Merci à vous, Karim Khalfan, vous êtes membre du conseil de l'ANI. Merci également au professeur Ahmed Khenissa qui était avec nous par téléphone, constitutionnaliste. Mesdames et messieurs, merci à vous et à l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de cette émission Débat politique, une émission réalisée par Amin Segni. Rendez-vous la semaine prochaine.